Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 nous sommes avec Philippe Ballard du Rassemblement National, Prisca Thévenot de Renaissance, Agnès Evren des Républicains, David Guiraud de la France Insoumise. Emmanuel Macron a pris la parole il y a quelques instants en début de Conseil des ministres, ce nouveau Conseil des ministres, 42 membres y compris la Première ministre. Il a pris acte du refus des partis de gouvernement de participer à une coalition. Écoutez-le. Période exceptionnelle compte tenu de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir dans ce contexte de guerre, qui change en profondeur beaucoup de choses, et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français. La Première ministre m'a rendu compte vendredi du résultat des consultations conduites la semaine dernière. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Voilà pour Emmanuel Macron. Agnès Evren, c'est vous, les Républicains notamment, qui avez refusé de rentrer au gouvernement. C'était prévisible, hein. On nous fait un mauvais procès en responsabilité, alors que l'irresponsabilité, ça aurait été justement de trahir le vote des électeurs qui ont élu des députés les Républicains pour qu'ils siègent dans l'opposition. Donc ça aurait été quand même assez paradoxal dès le lendemain de se retrouver tout simplement dans la majorité. Et puis par ailleurs, vous savez, il y a des millions d'abstentionnistes et il faut qu'on montre aussi à ces abstentionnistes que la politique, c'est pas seulement des postes. La politique, c'est aussi très noble, servir des convictions. Et donc on a montré qu'on faisait passer nos convictions avant une nomination au gouvernement. C'est-à-dire par exemple la loi sur le pouvoir d'achat, vous la voterez pas? Ah si. D'ailleurs, vous avez vu qu'on est en anticipation. On a fait passer au gouvernement une note de 2 pages en expliquant précisément ce qu'on souhaitait, la revalorisation du travail avec la baisse de la CSG, ramener le prix du carburant à 1,50 € par exemple, la conversion des RTT en salaire. Et donc si ça, c'est dans la loi pouvoir d'achat, vous la voterez? Nous, on votera tous les textes qu'on réussit à amender. Sauf que, vous savez, à un moment, il a été question d'une coalition à l'allemande. Pourquoi pas? Mais j'ai le sentiment que le président était dans une forme de duplicité où il n'a jamais vraiment tendu la main, parce qu'en fait, il est dans une espèce de voie erratique où on ne sait pas véritablement ce qu'il pensait et quelle était sa ligne directrice, puisqu'il a fait l'impasse à la fois sur l'élection législative et sur l'élection présidentielle. Et donc, c'était difficile pour nous d'accepter cette main tendue, alors qu'encore une fois, monter dans un bateau, encore faut-il connaître l'arrivée. Et le cap, on ne l'avait pas. On avait demandé, nous, l'interdiction du burkini, on n'a pas eu de réponse. On avait demandé des amendements sur le quoi qu'il en coûte. C'est saisi de ce... Mais le Gérald Darmanin s'est saisi de ce sujet. Et le président... Quel grand sujet, dites donc. Ben voilà, oui, mais sur le burkini, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été très clair sur ce sujet. Sur le quoi qu'il en coûte, avec la réduction justement des dépenses, aujourd'hui, on a 84 milliards d'euros de coûts supplémentaires par an. Sur l'école, on a vu la nomination de Pape Ndiaye, alors qu'on avait un très grand républicain à la tête du ministère. Vous voyez, sur tous ces sujets-là, c'était difficile de monter dans un bateau à l'aveugle, sachant qu'on ne connaissait pas encore une fois la ligne directrice. Philippe Ballard, visiblement, le Rassemblement national ne fait pas partie des partis de gouvernement. On n'est pas dans l'arc républicain, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Pas des partis de gouvernement. Je renvoie à... Ah non, oui. Arc républicain, et propos repris également par M. Véran, qui a été un temps ministre des Relations avec le Parlement. Heureusement, il a changé de fonction, enfin heureusement. Mais ça a été compliqué quand même d'avoir un ministre des Relations avec le Parlement qui estime que un parti qui a quand même 89-90 députés ne fait pas partie de l'arc républicain. D'ailleurs, il va falloir quand même mettre un peu faire le ménage dans le logiciel d'analyse de la majorité, parce que le président de la République dit « nous ne faisons pas partie de l'arc républicain ». Il faudrait quand même des exemples d'ailleurs, parce que moi je veux bien qu'on me dise ça, mais quel exemple? Pourquoi on ne fait pas partie de l'arc républicain? Parce que vous regrettez l'Algérie française, par exemple. Et je finis. Non, mais quand je dis il faut mettre de l'ordre, mais je vais répondre. Il faut mettre de l'ordre dans le logiciel d'analyse. C'est que heureusement, et c'est une bonne chose, nous avons eu 2 vice-présidences à l'Assemblée. 290 voix pour Sébastien Chenu. Non, mais de 2 choses l'une, soit on ne fait pas partie de l'arc républicain, et là, on est blacklisté partout,
Ou alors, C'est pas le cas. là, on ne comprend pas. Très bien, bonne chose, bravo, respect des institutions. Nous avons 2 vice-présidences. Allez, on avance. Presqu'Atebno, vous voulez répondre à ça ou pas? Sur le RN, Non, Rassemblement mais national, bien sûr, pas de non, parti mais de gouvernement sur le Rassemblement national, soyons très clairs, nous avons 2 projets de société radicalement opposés. Donc on ne va pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, soyons très clairs. Maintenant, oui, vous êtes 89 à l'Assemblée nationale contre 8 avant, c'est un fait, je ne suis pas là pour m'en réjouir, mais le constater et le prendre en responsabilité. Ce que rappelait le président de la République à très juste titre dans l'extrait que vous venez de présenter, c'est que oui, notre pays a besoin de réformes en profondeur et de transformation, mais également d'hommes et de femmes politiques responsables. Et donc cette responsabilité nous oblige tous, nous la majorité présidentielle, à tendre des mains pour avancer ensemble, mais aussi les oppositions à pas être dans une opposition d'obstruction, mais de construction. Et moi je reviens par rapport à ce que vous proposiez, Agnès Evren, vous avez raison, vous proposez par exemple le prix du carburant à 1,50 € à la pompe. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais dans le même temps, vous appelez à la rigueur budgétaire. Et ça aussi, j'ai envie de vous dire, oui, tout à fait. C'est Bruno et Le Maire qui disait qu'il y avait une pour sur les dépenses publiques et qui en même temps proposait laissez-moi des finir, s'il vous plaît. mesures sur le pouvoir d'achat. Laissez-moi finir, justement. Voyez, donc en même temps... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et donc, justement, vous proposez 1,50 € à la pompe. Vous savez combien ça coûte? Ça coûte plus de 40 milliards d'euros au budget de l'État et donc à l'ensemble des Français. Donc tout ça pour vous dire quoi? Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'avoir une liste à la Prévert des mesures du rassemblement, du DLR, des mesures de la NUP ou de LFI, excusez-moi, non, pas de mesures du RN, mais... Non, on a des propositions à faire. J'entends des rires, c'est pour ça. Mais à blague à part, le sujet est vraiment d'avoir une cohérence sur l'ensemble des modalités. Effectivement, avoir des aides ciblées, mais aussi d'avoir cette rigueur budgétaire. Qu'est-ce que propose la NUPS sur le pouvoir d'achat? Vous allez le voter, le projet de loi sur le pouvoir d'achat? On va attendre de voir ce qu'il y a dedans. Mais déjà, c'est quand même 100 € pour 9 millions de foyers. Non mais alors, c'est quand même des trucs... Le compte y est pas, là. Mais déjà, Emmanuel Macron, il parle comme s'il était encore le président avec une majorité absolue. Il faudrait que quelqu'un l'informe qu'il y a eu des élections législatives et que vous avez perdu. Relative. Ah, c'est clair qu'on les a pas gagnées, mais je crois que l'échec principal est sur votre gouvernement. Mais bon, après, vous pouvez... vous glorifiez de la situation, mais quand il y aura un vote à l'Assemblée, vous allez voir, la réalité, elle risque d'être dure pour vous. Qu'elle ne soit pas dure pour les Français, monsieur Guiraud. Alors, je vais vous dire sur les Français, justement. Moi, j'ai passé mes derniers jours en circonscription, là. J'étais à Roubaix. Moi, quand j'ai vu passer le truc des 3,5% en plus d'APL, avec en cumulé, au rapport de ça, 3,5 en plus d'augmentation sur les logements, ce qui fait que même les gens qui touchent les APL... Non, ça ne pourra pas aller au-delà de 3,5. Vont perdre plus de 200 € par an. Parce que c'est ça qui va se passer. Et je ressors de ma circonscription, j'étais à Roubaix, j'étais dans 2 quartiers, l'Épeule et l'Alma, où là-bas les gens ont des régularisations de tarifs d'électricité. J'en ai une, je l'ai eu sous les yeux, d'ailleurs je les ramènerai la prochaine fois je pense, 2800 € de régularisation. Vous en avez à 1500, à 1000, à 400. Donc ça ils peuvent pas payer. Quand vous êtes, ils peuvent pas payer, ils payeront pas. Les offices HLM qui viennent jamais dans le quartier, visiblement, pour réparer les problèmes de joints. Mais sur le blocage des prix du gaz, de l'électricité, parce que, vous savez, je suis pour le blocage. Mais comme l'a dit le président, pour le coup, là, je vais le défendre, les défis sont tellement énormes à relever, les Français et les abstentionnistes nous en voudraient de bloquer les réformes. Nous devons tout faire pour qu'on revoie un peu notre mode d'opposition pour être dans une démocratie plus mature. Écoutez les LR, monsieur Guiraud. Mais moi, je suis... C'est pas l'exemple de ce qui a le plus marché dans ce pays les 10 dernières années, mais bon. Vous verrez bien. Les 10 dernières années, ils n'étaient pas franchement aujourd'hui honnêtes. Il faut les écouter quand ils viennent au score de la majorité présidentielle. Les députés sont 46 sénateurs. C'est quand même pas donc on est supérieur. Ce Guiraud termine et après on en termes de quantité de parlementaires. Mais vous pouvez être heureuse, mais moi je... Bon, bref. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout en étant lucide sur la situation. La droite est sur un volcan, d'accord ? Et donc, il y a des mesures aujourd'hui qu'on nous présente qui sont des reculs en termes de pouvoir d'achat. Typiquement, quand on me dit il y a 3,5% de hausse des APL, mais 3,5% de hausse des loyers, c'est un recul, c'est une perte d'argent. Mais 100 € pour 9 millions de foyers. Oui, mais je ne peux pas voter. Moi, mon mandat, j'ai été élu. Vous savez ce que ça veut dire ? Arrêtez. Je finis. J'ai été élu avec un mandat. Je veux dire, les Français m'ont pas élu parce que c'était moi et que j'étais gentil. Ils m'ont élu pour le blocage des prix. Le blocage des prix. Aussi pour faire des compromis. C'est la vie qui est ainsi faite. D'accord, mais le compromis, c'est dans les deux sens. C'est pas juste nous qui faisons des compromis avec Emmanuel Macron. C'est aussi LREM qui fait des compromis avec les autres. Donc quand on dit que, par exemple, le blocage des prix se fait dans d'autres pays en Europe et qu'il faut le faire de manière urgente, quand on dit qu'il y a des profiteurs de crise et qu'il faut
prendre de l'argent, justement, à Total, qui a versé 8 milliards d'euros à ses dividendes l'année dernière, le PDG de Total qui s'est augmenté de 52% en une année, et qu'il faut aller chercher dans les profiteurs de crise, même des gens qui sont du secteur capitaliste. Mais voilà. Mot pour mot. Et nous aussi, mot pour mot. J'attends que ça se fasse et j'attends de voir où c'est dans la loi, ça. Si c'est dans la loi, L'Europe le permet d'ailleurs. Si c'est dans la loi, mais pourquoi pas. Mais en attendant, vous avez des profiteurs de crise, vous avez des gens, même je crois que c'est Monsieur Leclerc qui disait que il y a des spéculateurs suspects. Bah oui, on le sait qu'elle est suspecte, la spéculation. Les gens qui regardent, qui consomment des pâtes, ils le savent qu'elle est suspecte parce qu'en fait le prix des pâtes augmente, mais c'est des récoltes d'il y a un an, rien à voir avec la guerre. Donc voilà, il peut y avoir des commissions, et c'est ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, c'est des commissions d'enquête parlementaire, parce qu'effectivement il y a des commissions sur l'inflation. Il y a des effectivement, parce qu'il y a des profiteurs de guerre. Oui, on est pour la taxation des super profits. Bon, pour revenir sur le pouvoir d'achat, on attend le texte. Vous parlez de ce chèque de 100 euros. Moi, j'étais comme tous les députés dans nos circonscriptions. Moi, celle de l'Oise, je veux dire, j'ai fait le plein. Le sans-plomb de 2,39. Voilà, j'en ai eu pour 108 euros. Donc le chèque, déjà, c'est fini. Moi, les gens, ils m'ont dit le 10 du mois, je dois arbitrer. Soit je fais le plein du réservoir, soit je fais le plein du réfrigérateur. Donc après, les mesures. Il y a plein de fuel aussi pour la chauffeur. Oui, puis le fuel, et puis l'électricité, etc. Donc on regardera, on se posera une seule question. Est-ce que c'est bon pour les Français ? Est-ce que c'est bon pour la France ? Voilà. On bloque les prix, mais c'est pas suffisant. On a fait des propositions. Marine Le Pen avait fait des propositions sur la TVA, ramenée de 20 à 5,5% sur tous les produits énergétiques. TVA 0 sur un palier de 100 produits. Mais non, parce que là, si vous baissez c'est la TVA avec les prix pour deux augmentent. choses. C'est la faillite pour les artisans, les commerçants, et ceux qui produisent, et puis ce sont les classes moyennes qui, in fine, vont payer. Vous bloquez la TVA. C'est pas la bonne méthode. Vous baissez la TVA. Déjà, ça fait des rentrées en moins pour l'État. C'est-à-dire pour les services publics, etc. ailleurs. Faut l'assumer. Oui, faut l'assumer. Vous payez moins cher votre essence, vous allez avoir du pouvoir d'achat. Mais si vous baissez la TVA, à la limite, en plus, on n'était pas contre dans la période de crise en soi. Mais si vous baissez la TVA, mais que vous bloquez pas les prix, mais les prix vont continuer d'augmenter. Vous pouvez baisser la TVA si les prix ils continuent d'augmenter. Et ben vous allez vous retrouver avec 2 euros le litre, avec une TVA en moins. Il faut être lucide. Les gens ils vont profiter, les grandes boîtes vont profiter de ça. Vous les couvrez. Ils vont aller le vendre ailleurs plutôt qu'en France. Mais où ça, le marché européen, c'est pas. Vous savez très bien qu'il y a des pays européens où l'essence est très chère aussi. Donc la meilleure solution, c'est la baisse de la TVA. Un Parlement croupion va jouer un rôle déterminant. Oui, ça c'est une bonne chose. Et ça c'est bien. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on donne un spectacle affligeant à nos électeurs d'une guerre permanente à l'Assemblée nationale, même si ça restera le lieu de débat.